après le bilan de la mandature qui se termine, eh bien, nous allons donc, comme on le disait à l'instant, nous tourner vers l'avenir. Depuis plusieurs mois, la direction nationale a lancé une démarche de réflexion prospective. Le but, c'est évidemment d'identifier les grands enjeux et les chantiers prioritaires à proposer à ce congrès. Alors Patrick, justement, pouvez-vous nous rappeler les grandes étapes de réflexion, de travail et de propositions qui finalement ont le plus mobilisé les élus, les permanents et les adhérents depuis début 2015 ? Oui, je vais essayer de le faire en quelques mots. Et donc, tout d'abord, pour vous dire que les deux caractéristiques de ce processus, c'est qu'il a été ouvert en permanence et de façon continue de la période donc, de décembre 2014 à aujourd'hui. Donc, avec, pour résumer ce processus, vraiment trois phases principales. Une première phase de 7-8 mois, donc de décembre 2014 à juillet 2015, qui globalement était une phase de consultation. Certes, une démarche de cadrage par la direction nationale en décembre 2014, puis tout un travail d'enquête auprès des adhérents, de séminaires de la direction nationale, de séminaires des directrices et directeurs du réseau et de lancement, c'est pour ça que Denis est avec nous, d'une étude sur les mots du mouvement qui a abouti effectivement à un travail encore d'enrichissement à la Convention nationale de 2015. Puis une seconde phase qu'on peut donc qualifier de proposition et de contribution, alors sous deux formes. D'une part, des groupes de travail et d'autre part, les congrès régionaux qui ont réfléchi et fait un certain nombre de contributions à la fois sur la nouvelle organisation territoriale, à la fois sur les modèles économiques du mouvement, à la fois sur la représentation de la diversité, sur le projet sociétal réaffirmé et sur notre développement ciblé. Pour arriver à une troisième et dernière phase, plus courte, puisque c'est globalement de juillet 2016 à aujourd'hui, qui aboutissait donc à un projet de texte d'orientation qui a bien sûr pris en compte à la fois les propositions et les contributions, notamment des congrès régionaux, et pris en compte aussi les quelques amendements qui sont remontés de quelques unions régionales. Ce projet de texte d'orientation a été validé par la direction nationale du 7 juillet et présenté en convention nationale du lendemain et qui sera donc présenté tout à l'heure et soumis au vote de notre congrès. Merci, merci Patrick pour toutes ces précisions. Alors, je vous propose maintenant d'écouter Denis Muset de Médiascopie. Je vous en prie, rejoignez le pupitre. Alors, Denis, vous avez réalisé une étude qui s'appelle « Les mots du mouvement SCOP ». Dans cette étude, vous avez analysé avec beaucoup de finesse la perception de ces mots par les adhérents, par les Français et les Françaises. Alors, nous vous écoutons, Denis. Merci beaucoup. Les mots, ce n'est pas de la com. Les mots, c'est du contenu d'abord, c'est du sens, c'est des idées. Donc, c'est à ce titre qu'on s'est intéressé aux mots du mouvement SCOP, d'abord en allant voir comment les coopérateurs parlent. Comment la CGSCOP, comment les unions régionales parlent, comment les médias, la presse, les journalistes, mais aussi les experts parlent de vous. Et comment les Français, puisque nous avons interrogé un certain nombre de Français, parlent du mouvement SCOP. Alors, il y a eu toute une série de réunions, Patrick vient de les rappeler, et on a tout enregistré. On a tout noté, et ça parle dans le mouvement SCOP. Ça cause, ça c'est pas une nouvelle, vous le savez déjà. Et les mots se bousculent les uns les autres. Il y a une envie de dire extrêmement importante, donc on en a profité, on a noté tous les mots, et on a sélectionné un certain nombre de mots. On a sélectionné une centaine de mots du mouvement SCOP, et on a interrogé 400 salariés et adhérents du mouvement SCOP, des permanents, des adhérents, et on leur a demandé ce qu'ils pensent
de ces mots. Alors, l'enquête a lieu en ligne, ça a été fait au mois de novembre 2015, l'enquête a lieu en ligne. Je vous signale que les résultats de l'enquête sont dans votre possession, dans les documents qui vous ont été remis ce matin. L'enquête est en ligne et il y a une première question qui est posée aux adhérents et aux permanents, qui est: plus vous pensez, là, un mot apparaît sur l'écran de l'ordinateur, pardon, et une première question, plus vous pensez que ce mot ou cette phrase correspond à ce que représente le mouvement SCOP aujourd'hui, plus vous lui donnez une note proche de 10, moins ce mot ou cette phrase correspond à ce que représente le mouvement SCOP aujourd'hui, plus vous lui donnez une note proche de 0. Un mot est noté, un deuxième apparaît, il est noté sur cette même question, une note de 0 à 10 selon la réponse qui est donnée à cette question. Un troisième mot apparaît et ainsi de suite jusqu'au centième. Quand les 100 mots ont été notés sur cette échelle, est-ce que ce mot représente ou pas le mouvement SCOP aujourd'hui? Il y a une deuxième question qui est posée. Plus vous pensez que ce mot ou cette phrase est important à prendre en compte pour développer le mouvement SCOP demain, plus vous lui donnez une note proche de 10, moins vous pensez qu'il est important à prendre en compte, plus vous donnez une note proche de 0. Eh bien, voici les résultats de cette enquête. Vous voyez ici la répartition des mots, ce sont les petits points qui se déploient sur le graphique sous vos yeux. Et vous voyez qu'il y a une très forte corrélation entre l'axe vertical, c'est-à-dire est-ce que le mot correspond au mouvement SCOP aujourd'hui, et l'axe horizontal, est-ce que ce mot est important à prendre en compte pour développer le mouvement demain. Très forte corrélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, les adhérents et les permanents ont une représentation un peu figée des SCOP et de leur mouvement, comme s'ils devaient être immuables, au sens où les mots qui représentent le mouvement aujourd'hui sont également ceux attendus pour son développement demain. Donc c'est un petit peu le mouvement SCOP perpétuel, si vous voulez. Cela dit, les perceptions sont homogènes entre les adhérents et les permanents, puisque les moyennes obtenues sont à peu près équivalentes, 6,7, 6,8 pour les adhérents, 6,5, 6,6 pour les permanents. On a interrogé également un échantillon de 600 Français, donc 400 permanents et adhérents, 600 Français, ça veut dire 1 millier de personnes au total. Et alors les Français, on ne leur a pas posé les mêmes questions exactement. On leur a demandé, plus ce mot évoque pour vous quelque chose de positif, et là on a testé 127 mots. Plus ce mot évoque pour vous quelque chose de positif, plus vous lui donnez une note proche de 10, moins il évoque quelque chose de positif, plus vous lui donnez une note proche de 0. Un mot apparaît sur l'écran de l'une des 600 personnes interrogées, il est noté. Un deuxième apparaît, il est noté sur cette échelle, positif, négatif, et ainsi de suite jusqu'au 127e. Et à ce moment-là, il y a une deuxième question. Ce sont des questions qu'on pose généralement dans les enquêtes auprès du grand public. C'est plus vous pensez que ce mot sera présent dans l'avenir, plus vous donnez une note proche de 10, moins il sera présent dans l'avenir, une note proche de 0. Alors pourquoi 127 mots? Eh bien, tout simplement parce qu'on a rajouté des mots, 27 mots, aux 100 qu'on a testés sur les adhérents. On a rajouté des mots que les gens emploient et que vous n'employez pas forcément. Parce qu'on a d'abord fait des groupes de Français qu'on a questionnés de façon très ouverte sur l'économie, sur le modèle social, économique français, sur les alternatives. Ils vous ont cité assez rapidement, sans toujours employer les mots justes. Mais justement, c'était intéressant de voir quels sont les mots que les gens emploient dans le grand public. Ce n'est pas toujours les mêmes que vous, donc on a ajouté 27 mots. Donc on est à 127 mots. Et ce que vous voyez à travers cette enquête ici, si vous arrivez à lire le graphique, mais vous avez encore une fois dans votre dossier le document complet, ce que l'on voit, c'est que sur cette échelle positif-négatif et sur cette échelle de présence dans le futur, on obtient 6 sur l'échelle verticale et 6,2 sur la seconde, sur la présence dans l'avenir. Ça veut dire que, et là on a une corrélation assez normale entre les deux axes, ça veut dire que les mots du mouvement SCOP sont perçus par les Français très positivement. Plus de 81% sont notés au-dessus de 6 sur 10 sur l'échelle verticale qu'on appelle une échelle de ressenti. Ils sont également tournés vers l'avenir. Vous ne renvoyez pas au passé, puisqu'on a un seul mot noté en dessous de 5 sur l'échelle horizontale. Ça veut dire que, au fond, les Français, même s'il n'y a pas beaucoup de mots tout à fait à droite, parce que c'est très dur de dire ce qu'il va se passer demain, quel sera notre modèle économique, social demain. On voit bien qu'on est en plein chamboulement. Mais néanmoins, les notes sont projetées dans le futur, donc le mouvement SCOP appartient à l'avenir. Il a de l'avenir, je crois que c'est un message qui passe depuis ce matin, il est confirmé par l'enquête, c'est très très important.
Alors, maintenant, qu'en est-il? 3 points, l'univers des scopes, pour commencer, avec une première réflexion qui montre que le mot « utopie » est noté négativement par les Français. Il s'agit là des résultats auprès de l'enquête grand public. Pourquoi? Parce que l'utopie suscite la méfiance. Il y a une méfiance d'ailleurs à l'égard des idéologies politiques, et le militantisme, de ce point de vue-là, fait les frais de cette désaffection. Pourtant, le mot libéralisme garde encore une certaine vigueur, à 5,5 sur l'échelle positive-négative, 6,1 sur l'échelle horizontale. Il est tiré vers le haut par le sacro-saint principe de croissance. La croissance, c'est au fond une idéologie où les chiffres ont remplacé les concepts. Mais ça a le mérite de la familiarité et de la simplicité, apparente en tout cas. C'est en fait, si on y réfléchit bien, moins le libéralisme que ses dérives et sa complexité inextricable que les Français dénoncent, au risque de faire face à des aspirations contradictoires. Il y a d'une part une attente de sobriété qui va de pair avec une simplification et une relocalisation des entreprises, et puis il y a cette satanée croissance d'autre part qui implique de commercer par-delà les frontières au prix d'une économie de plus en plus insaisissable. Eh bien, dans cet univers mouvant, les scopes apparaissent tiraillés entre les exigences que les Français adressent à leurs entreprises. Ils les veulent locales mais rayonnantes, petites mais puissantes, attentives aux hommes autant qu'aux chiffres, égalitaires tout en étant portées sur la gratification au mérite. Vous voyez aussi sur ce graphique que si le libéralisme est valorisé comme concept de gestion opérationnelle des entreprises, on déplore l'individualisme. 3,8 sur l'échelle positive-négative, 5,7 sur l'échelle horizontale. On déplore d'ailleurs tous les ismes, l'égoïsme, l'anarchisme, je ne vais pas plus loin. L'idéologie est montrée du doigt. On observe néanmoins une tentation croissante à trouver des boucs émissaires. C'est très à la mode en ce moment. Et là, ça va être les banques, ça va être le MEDEF qui sont notés sévèrement et qui arrivent beaucoup plus bas que la finance, cette entité abstraite. Ce que les Français dénoncent et ce dont ils souffrent, c'est le gouffre béant qui est laissé par la globalisation entre l'individu d'une part, isolé à l'extrême, et ce que j'appellerais le grand tout de la société mondialisée. Entre ces deux pôles, eh bien, les rouages et les systèmes de représentation classiques, c'est clair, ne fonctionnent plus. Ni les structures de l'État, dont le regard est jugé trop tourné vers les hautes sphères de la mondialisation, ni les syndicats de salariés, perçus de plus en plus impotents, et on a plusieurs enquêtes qui disent exactement cela, de telle sorte que la seule instance existante qui permet de passer de l'individu au mondial, dans une société dominée par l'économie, eh bien, c'est l'entreprise, et plus particulièrement la PME. Les entreprises sont très bien perçues dans la France de 2015 et de 2016, en particulier les PME, notées 6,9, 6,8, structures familières, intelligibles. C'est la forme d'entreprise la plus valorisée par les Français. La compétition et le profit demeurent de puissants moteurs, par ailleurs. La compétitivité est notée un peu plus haut que la primauté de la coopération sur la compétition. D'ailleurs, le mot compétitivité, qu'on mesure depuis une dizaine d'années dans de multiples enquêtes, je renvoie aux enquêtes sur les mots de la crise et petit livre que j'ai publié chez Erol, le mot compétitivité inquiétait plus qu'il ne rassurait en 2008-2009. À partir de 2012, le mot compétitivité rassure plus qu'il n'inquiète. Ça, c'est la globalisation qui a pénétré progressivement les esprits. Et c'est ce qui a rendu l'entreprise aussi plus actuelle, plus présente. L'idée de faire du profit est perçue positivement. Le principe qu'une entreprise doit dégager des bénéfices pour durer, pour réinvestir, pour se moderniser, à 7,5, 7,2, pas de critique. Donc, dans ce contexte, que se passe-t-il pour les scopes? Eh bien, elles sont tiraillées entre plusieurs univers, de telle sorte que leur lisibilité est quelque peu brouillée. Évidemment, elles sont rapprochées des coopératives, c'est un rapprochement profitable, mais qui, si on y réfléchit bien, entretient le flou dans l'esprit du grand public, tant il y a des formes de coopératives différentes, y compris des grandes anciennes de distribution, je ne citerai pas, qui sont des coopératives. Les scopes sont aussi spontanément affiliés à l'ESS.
Mais si les valeurs de l'ESS sont très positives, c'est un univers qui demeure dans l'esprit des gens, avant tout lié aux associations, donc relativement extérieur à l'économie. Les SCOP sont également, mais plus timidement, rattachés à l'univers de la PME. Alors, regardons maintenant du côté des adhérents. Quand vous avez un fond bleu sur les côtés, ça veut dire que c'est la slide correspondant à ces mêmes mots notés par les adhérents sur leurs échelles spécifiques, puisque les échelles des adhérents ne sont pas les mêmes que les échelles soumises à l'appréciation du grand public. On voit ici que les adhérents et permanents du mouvement ont quelques divergences avec les Français. Le libéralisme, tout d'abord, est mis largement à distance, en bas à gauche. La revendication d'une affiliation des SCOP à l'économie sociale et solidaire, tout en haut à droite, contribue à rapprocher le mouvement du giron public et de l'État. Les adhérents mettent par ailleurs à distance les entreprises classiques et les PME. Elles sont notées favorablement, mais c'est mou pour les adhérents. De fait, les adhérents se privent de tout l'imaginaire positif associé aux PME par les Français. Et tout se passe finalement comme si le mouvement et les aspirations de nos compatriotes se croisaient aujourd'hui. Alors que nos concitoyens attendent de plus en plus un retour à la petite entreprise, à une revitalisation de notre économie à travers des PME innovantes, travaillant en réseau, intégrées au territoire, eh bien la volonté des permanents est bien davantage de s'extirper des représentations attachées aux PME et de prouver que le statut de SCOP est adapté à des entreprises de grande taille. Donc il y a là, si vous voulez, un mouvement contradictoire qui s'opère, il y a un problème de phasage. Cette mise à distance des entreprises et des PME classiques par le mouvement est emblématique du fait qu'il se présente comme un mode de gestion alternatif, au risque parfois de délaisser sa fonction sociale. C'est ce qui rend le mouvement SCOP distant des bourgeonnements de l'économie actuelle qu'incarnent le commerce équitable et les circuits courts, très appréciés par ailleurs des Français. Alors, du point de vue de la gouvernance, regardez ce tableau. Ce sont les 10 mots les plus attendus pour développer le mouvement SCOP demain selon les adhérents. Qu'est-ce qu'ils disent? En 1, notez 8,6 sur 10 sur l'échelle horizontale, donc le plus attendu demain pour les adhérents, répartition du pouvoir selon le principe une personne, une voix. En 2, les salariés sont les actionnaires. En 3, associer les salariés. En 4, assurer la pérennité, etc., etc. Ça montre tout le prisme statutaire du mouvement tel qu'il est envisagé par les adhérents. L'idée, regardons maintenant du côté du grand public, l'idée de salariés propriétaires de leur outil de travail. Modérément, pardon, ça c'est un graphique, alors je suis allé un petit peu vite, voilà, je reviens, non c'est bon, je suis sur la bonne slide. Qu'est-ce qui se passe du côté du grand public? L'immense majorité des Français n'attend pas de reprendre le contrôle du capital et d'en assumer entièrement les risques et les profits. Ils plaident avant tout pour un salariat plus équitable et une juste rémunération du travail. Et si le principe de l'actionnariat salarié obtient de bons résultats à 6,8, 6,2, c'est parce qu'il renvoie à l'idée d'une rémunération au mérite et au partage des bénéfices plus qu'à un partage des responsabilités. Regardons du côté des adhérents. L'idée de salariés propriétaires de leur outil de travail, modérément appréciée, on vient de le voir par les Français, est envisagée ici comme un pilier du mouvement SCOP par les adhérents, à 8,3, 8,1. Français et adhérents sont d'accord, en revanche, pour exprimer une certaine retenue devant la formule mathématique, partage des bénéfices en 3 parts égales, un tiers aux salariés, un tiers aux actionnaires, un tiers à l'entreprise. Par ailleurs, l'idée d'une juste rémunération du travail enregistre une forte marge de progression, ça veut dire qu'elle est plus à droite qu'elle n'est haut sur le graphique, elle mériterait, cette juste rémunération du travail, d'être davantage valorisée. La prise de décision maintenant dans une SCOP. Nos concitoyens peuvent se montrer critiques à l'égard du principe de hiérarchie pyramidale dans l'entreprise. Ce mode de gestion, toutefois, n'est perçu négativement qu'à travers ses excès. Beaucoup jugent que la hiérarchie demeure le mode d'administration le plus efficace et le plus naturel, et que les entreprises auront encore longtemps besoin de dirigeants. Et au sein des réunions de groupe que nous avons organisées pour faire parler les Français, beaucoup s'interrogeaient. Pourquoi tout partager alors qu'on pourrait être le dirigeant et tirer tous les bénéfices? Quand on leur présente le modèle des SCOP
en l'expliquant dans le détail. Formidable, mais pourquoi tout partager? On pourrait rester le dirigeant. Ça veut dire que les Français attendent une hiérarchie, mais une hiérarchie quand même plus douce dans l'entreprise. Mais une hiérarchie quand même. Et on le voit bien sur le graphique, la co-construction, la co-gestion, ce sont de beaux concepts, mais ils sonnent encore un peu creux. Et la coopération est davantage appréciée lorsqu'elle est associée à l'idée de management coopératif ou management participatif. Les Français témoignent, par exemple, on le voit ici, d'un enthousiasme modéré devant une gouvernance démocratique de l'entreprise qui dépasse à peine le 6 sur l'échelle verticale, même si la capacité des salariés à gérer une entreprise est attendue demain. Et puis surtout, ces items sont dangereusement à gauche sur le graphique, ils demeurent assez peu crédibles. L'idée que les salariés sont les patrons, ça semble ni vraiment fait, ni vraiment à faire. La répartition du pouvoir selon le principe « une personne, une voix » obtient des notes honorables. Et elle a d'ailleurs été citée spontanément dans les groupes comme un ingrédient clé du modèle d'entreprise alternatif. Et d'ailleurs, quand on interroge les gens, le système de gouvernance démocratique des SCOP, une fois expliqué, tout le monde est d'accord, formidable. Mais après un temps de réflexion, il y a 3 séries de critiques qui sont formulées. D'abord, est-ce que ce modèle n'est pas un peu lourd, un peu lent, inadapté aux grosses entreprises? Ensuite, est-ce que ce principe ne heurte pas celui de la spécialisation du travail et donc de l'intérêt et des nécessaires compétences qu'il faut avoir pour participer à certaines décisions? Et puis, est-ce que ce n'est pas un modèle un peu simpliste? Qui définit les grandes et les petites décisions? Qui définit le quorum? Est-ce qu'il n'y a pas des pondérations à faire? Et finalement, on le voit bien, les Français demandent moins le partage du pouvoir qu'un renforcement de l'information circulaire dans l'entreprise. Le fait de permettre à tous les salariés de mieux comprendre ce qu'il se passe est fondamental. Et à l'importance du partage de l'information est lié, on le sait bien, le sentiment de confiance qui doit être réciproque entre salariés et direction, même si la confiance de la direction dans ses salariés est jugée plus importante que la confiance des salariés dans leur direction. Regardons maintenant les adhérents. L'idée de gouvernance démocratique sépare les adhérents et les Français. Alors que la répartition du pouvoir sur le principe « une personne, une voix » est brandie par les adhérents comme le but ultime des SCOP, eh bien, elle rencontre un écho plus modéré auprès du grand public. En tout état de cause, ce mode de gouvernance est un moyen et pas une fin. Il ne peut pas faire office de projet. Il importe pour le mouvement SCOP de sortir d'un discours par trop souvent gestionnaire, appuyé sur de grandes valeurs, pour mettre davantage en avant les finalités concrètes du projet. Alors, qu'en est-il précisément des finalités? Première finalité, changer l'entreprise. À travers les qualificatifs que vous voyez sous vos yeux d'une entreprise renouvelée, il apparaît clairement que du côté bas, le nuage le plus bas, c'est-à-dire notez le moins positivement, même si les notes sont tout à fait honorables, les modèles qui mettent l'accent sur le fonctionnement interne en proposant des entreprises de partage, collaboratives, coopératives, eh bien, ces modèles souffrent d'un vocabulaire un peu incantatoire. Elles sont à la mode, mais certains se demandent s'il ne s'agit pas là d'un masque. Alors que d'autre part, et c'est le nuage du haut, les modèles qui mettent l'accent sur le lien social, sur les rapports humains, une entreprise familiale, une entreprise locale, une entreprise bienveillante ou humaine, se distinguent avec des scores plus élevés sur l'échelle de ressenti. Première annotation. Deuxième annotation, il faut changer l'entreprise, certes, mais il faut aussi changer la société. Au-delà de la question de son mode de fonctionnement, la question clé de l'entreprise, c'est celle de son utilité sociale. Dans les groupes qualitatifs, les Français interrogés nous disent que l'entreprise idéale, c'est celle où chaque salarié sait précisément pour quelle cause sociale il travaille. Et dans ces conditions, il n'est pas surprenant de constater que concilier l'efficacité économique et l'équité sociale, ou bien donner du sens à l'activité économique, soit quasiment superposé sur le mapping à 7-3-6-8. Voilà comment ils nous le disent. C'est quoi le fonctionnement d'une entreprise idéale? On leur pose la question dans les groupes. Voilà la réponse. Ce que je vends, est-ce que c'est honnête et responsable? Nous dit un salarié. Moralement, est-ce que c'est décent et éthique? Si je fabrique du service à la personne, on voit le bénéfice social. Et si je fabrique des boulons pour des machines-outils, c'est important aussi, mais il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit des boulons pour des choses utiles, pas pour des armes. Qu'est-ce qu'une entreprise éthique?
7,5,6,6. Qu'est-ce que c'est que donner du sens à l'activité économique? 7,3,6,8. Poursuivre l'intérêt général. Au-delà de la chose fabriquée ou vendue, on attend fondamentalement de l'entreprise qu'elle soit le support du tissu social. Aussi parce que la défaillance du politique sur ce plan-là est abyssale. Et on attend de l'entreprise qu'elle ait l'audace de l'innovation sociale, ce qui implique qu'elle soit à la fois locale et durable. La relocalisation du travail et de l'économie est une problématique essentielle pour les Français. Les 3 items visant la relocalisation obtiennent d'excellents résultats. Ancrer l'entreprise dans son territoire, emploi non délocalisable, circuit court. Et évidemment, quand on explique que c'est la vocation locale des SCOP, dans les groupes, les gens trouvent ça absolument formidable. Il n'y a pas de doute que cette particularité des SIC pourrait être davantage déployée. Les SIC associent les parties prenantes d'un territoire autour d'un projet. On ne l'a pas testé en acronyme, on a quand même dit les sociétés coopératives d'intérêt collectif associent les parties prenantes d'un territoire autour d'un projet, semble encore mal compris. Il y a donc un travail, une progression à faire sur ce plan-là. Plus que la dimension locale, c'est le fait d'assurer la pérennité de l'entreprise qui est valorisée. Première priorité. C'est d'ailleurs le deuxième mot parmi les 127 testés auprès des Français, le plus à droite, le plus présent dans l'avenir. Assurer la pérennité de l'entreprise. Quand on l'explique, cette notion de pérennité associée au SCOP, les gens sont très heureux de l'apprendre. Construire un projet dans le long terme est un objectif pivot duquel pourraient découler tous les autres. Mais il ne suffit pas de changer l'entreprise ou la société, il faut changer l'individu. Tout en haut du mapping, le bonheur au travail obtient la palme de l'item le plus positif des 127 testés auprès des Français, alors qu'à même, à l'inverse, le stress au travail est le plus négatif, à 2,7,6,2. D'ailleurs, ce stress au travail semble être la règle aujourd'hui. Les salariés sont à disposition, c'est individualiste. L'employé est une ressource, il rejoint le produit. Les employés ne peuvent pas être investis dans l'entreprise, il y a moins d'implication. C'est une fourmilière, ils bossent comme s'ils bossaient pour la reine, comme dans les ruches, nous dit-on, par exemple, dans le groupe qu'on a réuni à Tours. Les Français, au fond, remettent moins en cause le fonctionnement d'entreprise en lui-même, les hiérarchies, la spécialisation, la compétition, que ces excès qui entraînent une déshumanisation. Le bonheur au travail passe moins par l'émancipation des salariés, qui est tout de même noté 6, 7, 5, 9, que par le fait de rendre les salariés maîtres de leur destin et, surtout, l'épanouissement de l'individu dans l'entreprise. Alors, pour changer l'individu, il faut d'abord travailler en confiance. Le premier pilier de l'entreprise idéale est le partage, qui passe finalement moins par un partage économique que par le fait de créer du lien social, de la solidarité, une transparence, de l'information, pour développer la confiance. Autant d'éléments dont vous pouvez vous prévaloir. L'entreprise, l'individu dans l'entreprise, demain, ça suppose qu'il soit fier. C'est le travail reconnu. La fierté de produire obtient d'excellents résultats. Elle suppose qu'on soit attentif au talent de chacun et que l'on prenne en compte le mérite. Et puis, il faut aussi s'améliorer. C'est le travail accompagné, permettre aux salariés de progresser dans l'entreprise. Deuxième item, le plus positif. Et juste en dessous, mais plus à droite, la formation des salariés, ce qui implique de faire de chaque salarié un pilier de l'entreprise, ou, dit autrement, de mettre le travailleur au centre de l'entreprise. Et pour changer l'individu, il faut aussi innover, c'est le travail émancipé, avec, in fine, l'objectif, la créativité et l'innovation. Regardons du côté des adhérents. Pour les adhérents, le passage en SCOP se présente essentiellement aujourd'hui comme un projet collectif. Le rejet des auto-entrepreneurs à 2,8,3,1, le rejet de l'individualisme, la méfiance des adhérents à l'égard du mérite, qui n'est noté que 5,9,6,1, voire 5,7,5,7 par les permanents, sont emblématiques du fait que le mouvement regarde essentiellement le collectif. Et si l'individu est bien au centre du projet gestionnaire des SCOP, eh bien cet individu, force est de reconnaître qu'il est aujourd'hui largement fonctionnalisé au sein d'une organisation et qu'il peine, pour l'heure, à exister en tant que trajectoire individuelle. Les items qui désignent les hommes sont ceux qui enregistrent les plus forts écarts entre les deux axes. Quand on
désignent leurs aspirations personnelles. Le bonheur au travail, important pour développer le mouvement, ne fait pas partie des plus grands marqueurs aux yeux des adhérents. L'idée d'épanouissement de l'individu dans l'entreprise semble plus légitime. L'émancipation et la formation des salariés figurent également parmi les plus grands points de progression. Il y a une marge de progrès, l'item est moins haut qu'il n'est à droite. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Les SCOP, on l'a vu, rencontrent une adhésion forte des Français, tant à travers les valeurs qu'à travers leur fonctionnement. C'est un mode de gestion qui leur paraît simple et accessible à tous, dès lors qu'on leur explique tout de même. Il est marqué par les valeurs d'égalité et de partage. Il est perçu s'adressant aux jeunes et aux porteurs de projets à valeur ajoutée. Néanmoins, il vous faut d'abord clarifier votre rapport avec les coopératives et les entreprises classiques. On voit bien que le mot coopérative est piégeant. Il importe de clarifier, de redéfinir ce qu'est une coopérative. Et peut-être que l'affirmation de coopérative de salariés est une voie à explorer. Les SCOP doivent également clarifier leur rapport à l'entreprise classique. Et puis l'idée de start-up n'apparaît jamais dans le discours des SCOP, ou trop rarement. Pourquoi? Ça contribue à les enfermer dans leur rôle de pompiers de l'économie et à les rendre étrangères à la notion d'innovation ou de créativité. Ensuite, il faut dépasser l'argumentaire beaucoup trop centré sur le mode de gestion. Le constat est sans appel. Vous regardez les deux tableaux, je ne sais pas si vous arrivez à les lire d'où vous êtes, mais je ne crois pas. Mais il n'y a pas de corrélation entre ce qui fait le mouvement SCOP aujourd'hui selon les adhérents. En un, répartition du pouvoir selon le principe une personne, une voix. En deux, les salariés sont les actionnaires majoritaires. En trois, un dirigeant élu par les salariés associés, etc. Et ce qui fait l'intérêt du mouvement SCOP pour les Français, le bonheur au travail en un, permettre aux salariés de progresser dans l'entreprise en deux, juste rémunération du travail, transmission des savoirs, être attentif au talent, créativité, épanouissement de l'individu, etc. Donc le mouvement gagnera pour l'avenir, le mouvement demain, à sortir d'un discours sur les modalités de fonctionnement et à mettre en avant ses finalités. Troisième conclusion, il faut de l'incarnation, il faut des preuves. Le mouvement est un mode de gestion adossé à des valeurs, le partage, la solidarité, l'équité, ça fait l'unanimité, mais on voit bien que ces valeurs sont en grande partie indéfinies et qu'elles sont incantatoires. Donc, je ne dis pas qu'il faut abandonner les valeurs, comprenons-nous bien, mais qu'il faut qu'elles soient davantage étayées par des preuves. Donc il faut un effort de pédagogie et d'explicitation. Il faudrait, dans l'idéal, des ambassadeurs, des figures, des femmes, des hommes, qui portent ces valeurs et qui les incarnent. La valeur de témoignage est essentielle. Et puis il faudrait aussi une incarnation chiffrée à travers quelques éléments d'évaluation de la performance des SCOP, économiques certes, mais sociale aussi, RSE, etc. Dernière conclusion, la SCOP est un projet collectif qui ne met pas assez l'accent sur la trajectoire et le bénéfice individuel. On l'a vu, les adhérents mettent à distance le libéralisme, ils se présentent comme une alternative. Or, d'une part, ce n'est pas le cas. Les entreprises en SCOP s'inscrivent bien aujourd'hui dans cette société dans un cadre néolibéral. D'autre part, ce n'est peut-être pas souhaitable de s'affirmer comme une alternative au capitalisme, sauf à bouleverser l'orientation du mouvement. Le libéralisme conserve aux yeux des Français une certaine vigueur, ne serait-ce qu'au nom d'un principe de réalité qui fait qu'il s'impose aux sociétés. Dès lors que le mouvement fait le choix de s'inscrire dans le libéralisme, il ne peut donc passer outre une réflexion sur l'individu, sa trajectoire, son mérite et son bénéfice propre. Et c'est là une problématique clé pour vous, qui vous présentez comme un projet essentiellement collectif où l'individu est fonctionnalisé. Le collectif ne doit pas se présenter comme une fin, mais bien comme un moyen afin de faire coïncider l'efficacité économique et le bonheur au travail et de permettre aux individus, grâce à la formation, etc., de développer l'innovation et de s'épanouir. Alors, pour terminer, voilà la carte des mots. Elle est illisible, mais vous l'avez dans vos dossiers. La carte des mots, on a regardé où sont les SCOP. Elles sont à peu près au milieu du graphique. Et donc, on s'est dit, au fond, on va essayer de faire monter le mouvement SCOP en haut à droite, c'est-à-dire vers le positif, c'est le graphique des Français, et plus à droite, c'est-à-dire vers la présence dans l'avenir. Premier temps de ce récit qui pourrait être le vôtre, il faut clarifier l'histoire du mouvement dans le libéralisme.
et rendre lisible l'histoire des scopes. Aujourd'hui, elles sont un peu hors temps, donc il faut les réinscrire dans l'histoire. C'est un mouvement de notre temps, il faut des marqueurs temporels. C'est un mouvement inscrit dans le temps long, il faut se projeter dans le futur plutôt que dans le passé. Et puis il faut des marqueurs spatiaux, vous n'êtes pas hors espace, vous êtes au local dans le développement des territoires, vous êtes aussi d'une certaine manière made in France, vous vous développez, votre modèle se développe partout dans le monde. Il faut sans doute aussi sur ce plan-là investir le mouvement d'un rôle de laboratoire. Aujourd'hui, la structure est envisagée comme un syndicat ou une fédération, mais peut-être est-elle aussi un laboratoire pour les entrepreneurs du futur. Donc passer d'un rôle d'appui technique à la gestion à un rôle de laboratoire pour les entrepreneurs du futur que sont les sociétés coopératives et participatives, c'est certainement une vision juste et utile pour développer le mouvement. Deuxième chose, un projet collectif au service de l'individu. Dès lors que le mouvement fait le choix de s'inscrire dans le libéralisme, je l'ai dit, il faut qu'il s'occupe de l'individu. L'épanouissement de celui-ci dans l'entreprise peut s'ériger en grande quête pour le mouvement. Les moyens sont là, les mots apparaissent sur le graphique. Et pour retenir l'attention du grand public, cet épanouissement individuel est essentiel. C'est en mettant en avant le projet que le mouvement captera l'attention du grand public et pourra mieux affirmer une ambition sociétale. Il faut pour cela développer, je l'ai dit, un certain nombre de preuves. Et troisième temps de ce récit de demain des scopes, c'est qu'on ne reste pas sur l'individu. Quand l'individu s'est épanoui, eh bien, c'est un meilleur retour au collectif, à la société, parce que l'épanouissement des salariés est source de compétitivité. Et de ce point de vue-là, vous avez des vrais arguments, notamment sur la compétitivité hors coût. Vous avez des arguments en direction de la génération Y, qui, d'une manière générale, est assez hermétique au discours économique, et qui est à même de mieux vous entendre, vous, que d'autres. Et puis les scopes, vous êtes au fond des start-up de demain. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas enfermé dans un rôle de pompier de l'économie. Pourquoi vous priver d'un modèle vertueux qui draine des valeurs si positives? Il faut donc associer les scopes au bourgeonnement de l'économie. Il faut pour cela il faut matérialiser une vision d'une économie renouvelée, une véritable économie coopérative au moment où les Blablacar, Uber et autres sont critiqués. Il faut des circuits courts, de l'économie circulaire. Pendant des années, vous avez vendu des statuts. Vous le savez, il faut maintenant gagner la bataille des idées. Ne partez pas à cette bataille la fleur au fusil. Il faut vous armer d'une vision et d'un récit. Je vous remercie. Bravo. Bravo Denis Musé pour cette étude extrêmement fouillée, extrêmement passionnante. Alors on a la chance d'avoir un temps d'échange, une petite dizaine de minutes avec vous. Donc là, le micro est dans la salle, circule, n'hésitez pas. Nous avons la chance d'avoir Denis avec nous. Qui veut se lancer? Ah voilà, le micro arrive. Bonjour. Bonjour. Laurent, je suis dans une coopérative qui s'appelle Baraka sur Roubaix dans le Nord, et qui est une fabrique de biens communs à partir d'activités marchandes. Bravo pour cette présentation qui, moi, me semble tout à fait correspondre aux réalités de ce que nous pouvons vivre dans nos quartiers populaires où on cherche justement à rendre les habitants auteurs de projets économiques. Simplement, c'est le mot libéralisme, je pense, qu'il faut aussi clarifier, parce qu'on n'a pas tous la même définition du libéralisme. Est-ce qu'on parle de libéralisme politique? Est-ce qu'on parle de libéralisme économique? Et je pense que là aussi, on est dans les médias et dans ce qu'on peut entendre sur le mot libéralisme, on est aussi parfois pollué par la définition anglo-saxonne du mot libéralisme. Donc si c'est favoriser les initiatives individuelles et collectives citoyennes, oui, et puis plus de droits, d'accord, mais si c'est effectivement enfermer et cloisonner et rendre et réduire l'activité économique à l'individu, pas d'accord.
Je veux bien vous répondre, mais je ne vous vois pas, donc j'aimerais vous situer. Vous pourriez lever le bras pour que je vous... Ok, ça marche, tout en haut, formidable. Bon, je pense que le terme est compris dans son acception d'abord économique, libéralisme économique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le décrypter sous l'angle de son sens, son acception politique. Au contraire, vous avez raison de le faire. J'imagine que c'est ce que vous avez envie de faire. Et là, le débat est ouvert. Il y a des chapelles, des lectures différentes. Donc, appliquer la politique, toujours, mais le libéralisme économique fait une relative unanimité en France aujourd'hui. Vous l'avez vu sur les tableaux, c'est un mot qui est le libéralisme, qui est entendu, à mon avis, au sens économique, parce qu'on est parti dans un mouvement de globalisation qui ne fait que le primat de l'économique est ce qu'il est. Et d'ailleurs, nos dirigeants politiques ne parlent pratiquement que d'économie. Ils ont oublié tous les autres sujets, qui sont pourtant essentiels. Mais ces autres sujets, vous les incarnez, vous les développez. Mais vous êtes dans une économie libérale et vous avez les outils, les moyens, la pêche pour vous battre et pour gagner des marchés, pour exporter. Donc je pense que c'est dans ce sens-là, mais à chacun de faire sa lecture du libéralisme politique qu'il souhaite. Merci. Alors, il y a une question sur la gauche. Voilà, le micro vous arrive. Bonjour, Xavier Lebeau, Scope Macoré. Plusieurs remarques. D'abord, merci beaucoup pour cette étude. Une première remarque, peut-être que les Français sont nos clients, et je pense très utile pour chacun de nous de tenir compte de ce qu'attendent nos clients, les Français. Une deuxième approche, peut-être que les Français sont aussi nos salariés, et au titre de la gouvernance, faire attention au bonheur au travail, par exemple. Je crois que ce sera des sujets cet après-midi, et sans doute primordial. Une troisième remarque, probablement que ça nous incite à une plus grande porosité avec la société française, à ce qu'on ose, en tant que Scope, aller se mélanger à d'autres structures, à ne pas rester entre nous, à ne pas être sectaire. Et puis peut-être une dernière remarque, les Scopes sont devenus les sociétés coopératives et participatives. On a perdu le mot ouvrier. Peut-être aurait-il dû être remplacé par le mot salarié, mais cette attache au salariat spécifique est sans doute importante. Oui, on va prendre une madame. Bonjour, je suis Anna de Langue Plurielle à Paris. Je voulais juste, je vous remercie aussi pour la qualité de cette enquête. J'avais juste une remarque et une question. La remarque, c'est que le libéralisme économique, d'après moi, ne fait pas l'unanimité, mais c'est intéressant d'en parler. Et par ailleurs, ma question, c'était... cette étude, qu'est-ce qu'elle avait comme objectif en premier? Est-ce que c'était un objectif sociologique pour effectivement nous permettre de mieux connaître les Français qui sont les salariés des Scopes, des SIC et les clients des Scopes et des SIC? Ou est-ce que c'était une étude est-ce qu'elle avait d'autres objectifs plus stratégiques que sociologiques? Merci. Alors sur le premier point, nous avons testé le mot libéralisme. J'ai dit qu'il était entendu sur le plan économique, mais on a testé le mot libéralisme. Donc je ne peux pas dire que le libéralisme économique est noté positivement. C'est le mot libéralisme. Le mot libéralisme est entendu de façon prédominante économique dans la France d'aujourd'hui. Et le mot libéralisme est noté favorablement, et je vous renvoie, par exemple, ne serait-ce qu'aux 4 enquêtes qu'on a faites sur les mots de la crise en 2008, 2009, 2010 et 2012. Le mot libéralisme est noté de plus en plus favorablement. Au demeurant, on a réalisé au cours des 10 dernières années une centaine d'enquêtes sur les mots et on a un thésaurus de 15 000 mots. Et quand on regarde l'ensemble des mots, pas seulement le mot libéralisme, on voit bien qu'il y a une cohérence dans l'évolution assez radicale ces dernières années des perceptions. C'est bien la raison pour laquelle cette enquête a été faite, c'est pour faire d'abord un état des lieux qui passe par une approche sociologique. Il se trouve que nous pratiquons une sociologie, non pas en posant des enquêtes, des questions d'opinion, parce que bien trop souvent, les questions d'opinion orientent les réponses, ou permettent d'avoir les réponses qui vont permettre ensuite dans les médias de gagner la bataille des représentations. Non, nous considérons qu'il faut partir des mots pour comprendre ce qui se passe, et à partir de là, peut-être suggérer de mieux choisir ces mots.
On n'est pas dans les éléments de langage, on n'est pas dans la com, il faut dire les mots justes. Mais si on est capable de dire les mots justes, et surtout de les organiser en une chaîne narrative qui permet avec une vingtaine de mots de monter en haut à droite, et on a fait l'exercice avec un certain nombre de coopérateurs, si on est capable d'articuler plus que des mots, une vision, un projet narré, c'est-à-dire partageable. Aujourd'hui, ce qui n'est pas narrable n'existe pas. On est dans une société des médias, qui sont les médias qui construisent nos perceptions à travers leur propre storytelling. Hein. Et c'est aussi les entreprises, c'est tous les acteurs. Si on n'est pas capable de narrer un projet, on ne peut pas le partager, on ne peut pas embarquer les salariés, les clients, les citoyens, pour reprendre votre énumération de tout à l'heure. Donc l'objectif, il est proprement stratégique. Les mots, c'est du contenu, et c'est aussi le choix des mots justes, c'est améliorer la qualité de la relation dès lors qu'elle est sincère, qu'on n'est pas dans la manipulation, dans les éléments de langage, améliorer la qualité de la relation avec ceux auxquels on parle. Merci Denis. Alors l'heure tourne. On va prendre une dernière question. Là-bas, voilà. Quelle est la position de l'Union nationale des SCOP vis-à-vis du traité commercial atlantique, par exemple? Est-ce que ça c'est pas un peu génocidaire pour les SCOP, le système des SCOP? Ça s'adresse à moi, effectivement. Alors, je ne sais pas si le terme génocidaire est à reprendre, mais en tous les cas, la Confédération n'a pas pris de position sur ce thème-là, mais parce qu'on avait d'autres sujets. Mais par contre, il est clair que ce n'est pas dans ces logiques-là qu'on s'inscrit. Et pour faire le lien, parce qu'en fait, l'intérêt de la question, c'est de faire le lien avec le travail qu'a fait Denis Musé. Aujourd'hui, effectivement, ce traité, comme d'autres en préparation, rentre vraiment totalement dans cette logique de mondialisation qui n'est absolument pas souhaitée par les Français. Parce qu'en gros, la fin de l'histoire, ils ne la connaissent pas tout à fait, mais ils s'en doutent un peu quand même. Et donc, ce que je retiens en tout cas du travail de Denis, c'est qu'effectivement, il y a d'autres aspirations qui sont, voilà, et pour ne pas se bloquer sur le terme de libéralisme, il y a d'autres souhaits, aspirations qui est vraiment celle d'une économie locale, enfin le terme par exemple PME, pourquoi il est soutenu par les Français et le terme MEDEF se retrouve tout en bas à gauche. C'est qu'effectivement, c'est l'entreprise dans sa proximité, dans ce qu'elle représente, c'est-à-dire dans son utilité à la fois économique et à la fois sociale. Et qu'effectivement, les Français, je pense, en tous les cas, je ne suis pas aussi qualifié que Denis pour parler des mots, mais sont extrêmement méfiants sur ces logiques, je dirais, complètement globalisantes, complètement mondialisées, où, en gros, il risque d'en souffrir, puisque en termes il se situe en termes ou de consommateurs ou de producteurs, enfin de salariés ou l'ensemble. Donc là-dessus, moi je pense réellement qu'on a un vrai travail dans notre mouvement de sortir, et ça c'est vraiment la conclusion principale, de sortir d'un langage qui repose sur nos modes de fonctionnement, qui sont intéressants et qui ne sont pas intéressants, mais importants et primordiaux, sauf qu'ils ne sont utiles qu'une fois qu'on est dedans. Et donc, pour avoir une communication, effectivement, qui soit perceptible par les Français. Cette communication, elle repose exactement sur ce qu'on est, c'est-à-dire des entreprises utiles, des entreprises de proximité, des entreprises qui savent aller à l'international, mais pour autant, sur la base, je dirais, d'un véritable dialogue social, d'un véritable, d'une valorisation du travail, d'emploi de qualité, de répartition des richesses créées collectivement. Et c'est ce langage, si on arrive à l'organiser, qui va effectivement attirer à nous je dirais, une catégorie d'entrepreneurs, et je pense notamment à la question qu'on a eue ce matin sur les plus jeunes, je veux dire, d'entrepreneurs qui veulent effectivement entreprendre de manière utile et qui se retrouveront dans notre mouvement sans le connaître au départ. Ils y arriveront, et une fois qu'ils y seront, effectivement, naturellement, ils adopteront nos modes de fonctionnement.
Voilà, alors Denis, un dernier mot. Oui, vous êtes, en d'autres termes, vous êtes exactement au point de convergence de l'ensemble des attentes sociétales. Donc, vous êtes doté de pratiques, d'une réalité qui font que vous intéressez énormément les gens. Simplement, il faut que vous modifiez un petit peu le prisme de votre lecture de cette société et passer d'un prisme de lecture trop statutaire, trop interne, effectivement, à un prisme plus sociologique. Et ce n'est pas une translation énorme, c'est juste changer un petit peu le regard et vous pouvez, à partir de là, vraiment convaincre beaucoup de gens de vous rejoindre.